Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Immédiat. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Nicolas. Et au sommaire, aujourd'hui, nous reviendrons d'abord sur une censure totalement arbitraire de la part de YouTube contre notre dernier numéro d'Immédiat. Nous analyserons ensuite en longueur l'annonce par Gérald Darmanin d'une dissolution de Génération Identitaire, une décision totalitaire qui inquiète de nombreux observateurs. Nous reviendrons ensuite, comme chaque numéro d'Immédiat, sur l'actualité médiatique de la semaine dans notre revue de presse, puis nous conclurons cette émission avec un regard sur les réactions médiatiques face au processus d'islamisation de la France. Immédiat numéro 336, c'est parti. Et pour commencer cette émission, c'est l'image de la semaine. Et Jean-Yves, cette image, c'est celle d'une censure, celle de YouTube concernant le dernier Immédiat. Oui, cette image, c'est un écran noir. Cette vidéo n'est pas disponible. C'est la vidéo que nous avions enregistrée la semaine dernière sur ma chaîne personnelle qui a été censurée. Alors, pas sur la chaîne Immédiat TV Liberté, uniquement sur votre chaîne personnelle. Absolument. Alors, pourquoi a-t-elle été censurée? Eh bien, nous dit YouTube, pour information médicale incorrecte. Alors, qu'est-ce qu'une information médicale correcte? C'est une information médicale qui suit les consignes de l'OMS ou les autorités sanitaires locales. Ce qui veut dire que ce qui peut être correct à un endroit peut être incorrect à un autre et réciproquement. Passons sur cette conception de YouTube. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que les sujets susceptibles d'être des informations médicales incorrectes concernent le traitement pour le Covid, la prévention pour le Covid, le diagnostic et la transmission. Or, Nicolas, nous n'avions parlé d'aucun de ces sujets. Nous avions simplement évoqué une distorsion entre un certain nombre d'annonces catastrophistes des médias et la réalité des chiffres, qui plus est des chiffres officiels, des chiffres de Santé publique France. Et donc, je ne vois pas en quoi nous avons donné une information médicale incorrecte. Alors, évidemment, nous avons fait appel. L'appel a été refusé sans argument. On est dans la censure la plus obtuse possible. Et bien sûr, j'ai saisi un avocat de cette affaire, car je n'ai pas pour habitude de subir la censure sans riposter. Et je crois qu'il faut se battre contre la dictature des GAFA. La censure, ça finit toujours par être contourné. Avis aux censeurs. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça empêche notre émission de s'exprimer pleinement sur le cas du Covid, et ce qui est quand même hallucinant. Mais effectivement, comme vous l'avez dit, vous allez vous battre judiciairement. Et du coup, j'espère que ça aura une issue positive, ce qui sera... Ça prendra sans doute du temps, comme toutes les batailles judiciaires. Mais en tout cas, c'est une bataille importante. Les seules batailles qu'on perd sont d'abord celles qu'on ne livre pas. Voilà. Très juste. Passons au premier sujet, Génération Identitaire, une dissolution et une persécution. C'est une annonce qui a affolé le monde politico-médiatique. Gérald Darmanin, qui le 13 février dernier annonçait que la procédure de dissolution de Génération Identitaire était enclenchée. Et puis, les médias ont évidemment titré sur cette annonce. On a par exemple France 24, dissolution de Génération Identitaire, qui est derrière ce groupe d'extrême droite anti-migrants. France Info, Génération Identitaire, la dissolution de l'organisation d'ultra-droite enclenchée. Jean-Yves, les médias ont donc relayé cette annonce de dissolution. Alors, les médias ont relayé cette annonce de dissolution avec le vocabulaire diabolisant de circonstances, mais d'un certain point de vue, sans en faire trop. Il n'y a pas eu une consacrée à Darmanin, bravo Darmanin, ils n'en ont pas fait plus que ça, et il y a même quand même, on voit quelque part, une petite gêne
à l'annonce de cette dissolution qui paraît quand même attentatoire aux libertés, d'autant plus que toutes les poursuites qui avaient été engagées sur les opérations précédentes de Génération Identitaire n'ont pas abouti, et que notamment après les poursuites lancées pour l'opération qu'ils avaient montée dans les Alpes, ils ont fini par obtenir une relaxe des tribunaux. Donc on voit pas très bien quelles sont les bases juridiques dans l'affaire. Alors il faut dire que le procureur de Saint-Gaudens, lui, fait quand même très fort, puisqu'il avait annoncé une poursuite contre la critique de l'immigration, alors que jusqu'ici, on avait le droit de critiquer quand même l'immigration. Il a saisi, tenez-vous bien, là, on a peur, là, l'Office central de lutte contre les génocides et les crimes contre l'humanité, pour lutter, enquêter sur des gens qui se sont simplement bornés à dire que l'immigration clandestine était interdite, alors même que le Conseil constitutionnel a reconnu que la lutte contre l'immigration clandestine était un principe à valeur constitutionnelle. On est dans le délire le plus pur, mais les médias s'en rendent quand même un petit peu compte, curieusement. C'est vrai qu'on a vu qu'il y avait des petites précautions. Bon, néanmoins, il y a quand même quelques attaques, alors certaines complètement indirectes, hein, comme celle-ci, de Jean-Jérôme Bertolus, qui tweet rarement, et qui le 12 et le 13 février a tweeté à 2 reprises. Le 12 février, en tweetant sur la charte des principes pour l'islam, en donnant la parole finalement à un opposant à cette charte pour l'islam, l'imam de la grande mosquée de Lyon. Et puis le 13 février, le lendemain, il retweet à propos de la dissolution de Génération Identitaire de manière assez neutre, mais Jean-Yves, sans donner la parole aux accusés. C'est le 2 poids 2 mesures. Pour l'islamiste, on donne la parole. Pour Génération Identitaire, au fond, on donne la parole à celui qui veut dissoudre. On explique en tout cas que la procédure de dissolution est engagée. C'est de payer avec vos impôts, hein. Oui, parce qu'il est journaliste pour... France Info, chef du service politique de France Info. Chef du service politique de France Info, c'est pas mal. C'est pas tout à fait neutre. Ouais, c'est pas mal. Alors, il y a d'autres personnes... Enfin, on sait de quel côté il est. Oui, voilà. C'est clair. Hein. Ça, c'est clair et net. Alors, d'autres personnes ont évidemment quand même un petit peu attaqué Génération Identitaire. On a par exemple Amin El Khatmi, du Printemps Républicain, qui sur CNews a tenté d'attaquer Génération Identitaire. Mais vous allez voir que Charlotte Dornelas était là pour veiller au bobard. Les dirigeants du mouvement, de manière assez habile, ils ont raison sans doute de le faire, font la différence entre le mouvement lui-même, qui effectivement, sur le point du droit, n'a jamais été condamné en tant que structure, et un certain nombre de ses adhérents qui, ont des CV qui sont quand même, là je vois à Lille, provocation nazie, apologie du terrorisme et violence raciste. Ça date pas il y a 2 ou 3 ans, ça date de décembre 2020. Je vous arrête parce qu'on avait déjà parlé ça la dernière fois, je l'ignorais à l'époque. Il n'était pas adhérent à Génération Identitaire. En tout cas, c'est ce qui est rapporté dans la presse. Alors après, si une fois que le propos est tenu, ils peuvent dire, mais en fait, il n'est pas adhérent de Génération Identitaire. Non, mais ils n'avaient pas l'adhésion, ça se vérifie quand même. Non, mais voilà, mais en tout cas, dans la presse, c'est ce qui était rapporté. C'est fabuleux comme argument, parce que c'était dans la presse, c'était dans la presse, c'était dans la presse. Alors en fait, c'est le bobard par Poupirus. Pourquoi ? Parce que d'abord, la personne incriminée par la justice n'était pas adhérente à Génération Identitaire, mais à la Citadelle de Lille, qui ne fait pas partie de Génération Identitaire. Donc elle n'était pas adhérente à Génération Identitaire. Cette personne a d'ailleurs été exclue de la Citadelle, donc on est quand même, on ramène à Génération Identitaire quelqu'un qui n'en a jamais fait partie et qui a été exclu d'un groupe, qu'on va dire en périphérie, mais à l'extérieur de Génération Identitaire. Donc c'est quand même incroyable. Et quand il nous dit la presse, ce brave Amin El Khatmi. Amin El Khatmi, qu'est-ce que c'est que la presse qui a monté cette opération ? C'est Al Jazeera, la chaîne du Qatar. Oui, via J+. Ouais. Via J+, voilà. Non, c'est cool. C'était peut-être Al Jazeera tout court. Peut-être Al Jazeera tout court, oui. Ouais. Donc voilà, l'affaire, la messe est dite. Et puis alors, si on raisonne comme ça, mais alors, il faut dissoudre
le printemps républicain, parce qu'il y a peut-être des brebis galeuses au printemps républicain. Il faut dissoudre LERM. Alors là, des brebis galeuses, on en connaît beaucoup. Ouais. Enfin, qu'est-ce que c'est que ces méthodes? Mais c'est marrant parce qu'il prend pour parole l'évangile ce qu'il lit dans la presse. Oui, la presse a dit. Il ferait mieux de regarder un peu plus souvent Immédiat. Voilà, on va l'inviter à la cérémonie des bobards, tiens. Voilà. Alors, il peut peut-être être candidat au bobard aussi. Peut-être pas lui en tant que tel. Peut-être pas lui. Si, parce qu'il porte un bobard. Oui, mais pas de bonne foi, clairement pas de bonne foi. Il y croyait vraiment. Bon, en tout cas, s'il venait à la cérémonie des bobards, il serait vacciné pour le coup contre ce genre un petit vaccin. De oui, attention aux informations sanitairement correctes. C'est vrai. Là, c'est médiatiquement correct. Attention. Autre personnalité médiatique qui s'est prononcée sur cette question, c'est Alain Jakubowicz qui a réagi au fait que Gilles-William Goldnadel assurerait la défense de Génération Identitaire. Et en reprenant donc une citation d'Alain Finkielkraut, si on avait dit aux nazis qu'ils seraient un jour défendus par ceux qu'ils considéraient comme des sous-hommes, ça aurait fait rire tout le monde. Donc, amalgamant Génération Identitaire et nazi, et en justifiant cette saillie qui a été vivement commentée, de manière négative bien entendu, par une capture d'écran, provocation nazie, apologie du terrorisme et violence raciste, les identitaires lillois condamnés. Oui, alors ça, on va pas redécrypter. Oui, c'est la même chose, en fait. Jakubowicz a repris la même chose. Jakubowicz, c'est une grande autorité morale. Ça a été l'avocat de Nordal Lelandais. Il nous a expliqué d'ailleurs qu'il était innocent. Enfin, c'est normal pour un avocat. Moi, je ne critique pas ça. Oui, mais en tout cas... Par ailleurs, il a eu d'éminentes responsabilités à la tête de la LICRA et du CRIF. Et à ce titre, il a milité pendant 30 ans pour l'ouverture totale des frontières, pour l'immigration de masse. C'est donc un des principaux responsables de l'islamisation, de ce qui se passe dans les quartiers. Et je crois que M. Jakubowicz, ce qu'il devrait faire, c'est demander repentance pour ce qu'il a fait au cours de ces 30 années en faveur de l'immigration, islamisation de masse. En tout cas, on retiendra qu'il est presque mieux pour lui, a priori, de défendre un pédophile plutôt qu'un patriote, tout simplement. Ah oui, tout à fait. Ça correspond à son engagement général. C'est quand même très compliqué à porter. C'est normal, encore une fois, c'est normal qu'un criminel, qu'un criminel, que tout le monde ait droit. Un militant politique, il a droit à défenseur, mais un criminel aussi. C'est vrai, je ne lui reproche pas. Très juste. Mais qu'il évite de donner des leçons de morale. Voilà. Exactement. Voilà, qu'il évite des leçons de morale, parce qu'il donne des leçons de morale à son confrère Goldnadel en disant vous ne devriez pas les défendre. Ouais, voilà. C'est fou. Alors, on a eu des soutiens, malgré tout, au-delà de ces attaques. On a par exemple le Rassemblement National qui a soutenu Génération Identitaire, Bruno Retailleau. Et puis, dans le domaine un petit peu médiatico-politique, on va dire, on a Jean-Yves Camus, qui, dans Le Figaro, a déclaré « La dangerosité de Génération Identitaire n'est évidemment pas comparable à celle des islamistes radicaux ». Jean-Yves Camus, c'est un expert de l'extrême droite qui officie depuis la gauche. Et puis, on a également sur Russia Today la philosophe et essayiste Anne-Sophie Chazot qui a déclaré que cette dissolution de Génération Identitaire était une ineptie pour lancer la période préélectorale. Et dans les médias encore plus alternatifs, on a évidemment Martial Bill, le directeur des programmes de TV Liberté, qui a tweeté en parlant de lanceur de Génération Identitaire comme de lanceur d'alerte et en comparant le traitement médiatique et politique qui leur était réservé à celui de Greenpeace, l'association Droit au logement, etc. On a Présent qui a fait 2 unes sur le sujet. La première qui parlait de cette dissolution comme d'un abus de pouvoir. Et la deuxième avec un entretien avec Thaïs Descuffon, la porte-parole de Génération Identitaire. Liberté, j'écris ton nom. Élément également qui a fait un bon papier via François Bousquet. Génération Identitaire, la solution, pas la dissolution. Jean-Yves, on voit que du côté de la presse, on va dire alternative, il y a un bon soutien. Oui, tout à fait. C'est plutôt... ils ont du soutien et les offensives sont relativement plus nuancées, à part les stupidités d'Amine et de Jakubowicz. Les offensives sont plutôt raisonnables. Et on a même des soutiens chez les journalistes mainstream, puisqu'on a par exemple Clément Veil-Rénal qui finalement considère que leur dissolution serait un déni de démocratie. Donc Jean-Yves, on a un peu de soutien même chez les journalistes mainstream. Oui, alors Veil-Rénal est un journaliste de France TV.
qui est donc dans un média mainstream, mais qui a quand même une certaine liberté. Il a d'ailleurs été sous le coup d'une procédure d'exclusion lors de l'affaire de l'attaque terroriste de la préfecture de police avec Michael Harpon, précisément parce qu'il avait évoqué l'hypothèse terroriste un petit peu avant les autres. Et donc, la direction avait engagé contre lui une procédure d'exclusion qui n'a pas... d'exclusion de révocation, qui n'a pas débouché. Donc, c'est un journaliste du service public qui est assez indépendant. C'est rare. Oui, là, pour le coup, on est sur l'espèce protégée. On peut le saluer. On peut le saluer. Alors, il n'a pas une vie facile tous les jours, bien entendu. Non, c'est clair. Alors, Jean-Claude Dacier, chroniqueur sur CNews, a lui aussi tenu à dire que cette menace de dissolution était ridicule. Ils ont fait quoi ? Il n'y a pas eu un geste, ils ont mis une banderole face à la frontière espagnole. On n'a même plus le droit de mettre une frontière pour exprimer qu'on est contre les migrants. Mais on va où, là ? Là, c'est une vraie menace sur les libertés. Je suis contre les interdictions qui servent de substitut aux politiciens qui ont du mal à prendre des vraies décisions. Soyons durs, soyons fermes avec ceux qui le méritent. Les rigolos qui ont des idées, les mettre des pancartes, ouais, halte aux migrants. Mais la plupart des Français considèrent qu'il faut arrêter la migration sans contrôle. La plupart des Français, tous les sondages le montrent. Et alors, vous allez dissoudre l'opinion française ? Tout c'est ridicule. Toujours sur CNews, Régis Le Sommier, le directeur adjoint de Paris Match, a lui aussi été critique de cette initiative de Gérald Darmanin. Mais dans les faits, combien de blessés Génération Identitaire ? Combien de morts ? Combien de personnes, à part cette banderole qu'on voit derrière, qu'ils ont lors d'une manifestation, quel est le degré de nocivité dans la société de Génération ? Il y a une parole, évidemment, qui est proposée par cette association. Vous ne pensez pas qu'il y a un côté dérisoire quand même de demander cette dissolution maintenant ? Il n'y a pas autre chose à faire ? Alors c'est intéressant parce que ce sont deux personnalités médiatiques qui sont quand même tout à fait dans le système. On a le directeur général adjoint de Paris Match, Régis Le Sommier, Régis Le Sommier. On a un ancien grand patron de TF1, ancien patron de LCI. Donc ce sont des personnalités médiatiques importantes. Et donc ce qu'elles disent est fort. Ce qu'elles disent est très fort, très fort. Et alors, ce qui est intéressant quand même de noter, c'est l'endroit où elles le disent. C'est-à-dire que toutes les phrases les plus fortes pour condamner la dissolution de Génération Identitaire, on le trouve, y compris chez des gens qui viennent des médias mainstream, mais sur CNews, qui est au fond le seul espace de liberté. Et c'est un espace de liberté doux parce que ces gens-là sont invités là et ils peuvent parler librement parce que le climat de CNews, c'est un climat pluraliste où il y a les gens qui défendent les inepties dominantes, mais il y a aussi les autres. Voilà. Et donc c'est intéressant, CNews permet de libérer la parole, y compris la parole de gens qui vont être davantage dans des médias plus conformes, on va dire, ou qui viennent de médias plus conformes. Et on va rester sur CNews, décidément, avec Charlotte Dornelas, qui a, elle aussi, critiqué cette tentative de dissolution. Il est très clair que Gérald Darmanin a annoncé la dissolution dans un contexte où il est taxé d'islamophobie au moment où il présente son projet de loi contre le séparatisme, et que il donne un coup de l'autre côté de l'échiquier politique, on va dire, ou de l'échiquier militant en l'occurrence, pour prouver sa bonne foi à ses détracteurs. Donc c'est la partie contextuelle de l'acte politique. Christophe Castaner explique lui-même qu'il n'a jamais pu le faire sur le terrain juridique parce que ça n'était pas possible, que les deux dernières actions, en l'occurrence dont parle Gérald Darmanin, à savoir dans les Alpes, il y a eu une relaxe totale par la justice, et la récente action dans les Pyrénées n'a même pas été poursuivie parce que le préfet lui-même disait qu'il n'y avait pas de trouble à l'ordre public. Donc il y a une opposition politique qui est très claire. Et finalement, moi j'ai pensé immédiatement à la phrase de Christophe Castaner lui-même, quand il y avait eu les manifestations, vous vous souvenez, en soutien à Adama Traoré, à l'appel de sa sœur Assa Traoré. À l'époque, Christophe Castaner, il était interdit de manifester pour des raisons sanitaires. Et Christophe Castaner avait dit « on les poursuivra pas parce que l'émotion dépasse les règles juridiques ». Phrase complètement dingue, mais on comprend que sur ce terrain politique, Christophe Castaner semble avoir raison. L'émotion dépasse les règles juridiques. Ça vaut dans un sens, ça vaut aussi pour l'autre.
Oui, elle a raison, l'émotion dépasse les règles juridiques, donc on tolère ce qui est interdit quand on a une émotion positive, et on interdit ce qui est légal quand on a une émotion négative ou une émotion négative feinte. Car je crois qu'on est très largement dans le domaine de la diversion. Elle a tout à fait raison de le dire, Charlotte Dornelas. Et il a plusieurs raisons de faire de la diversion, Darmanin. D'abord, il veut, comme il donne l'impression de faire quelque chose contre l'islam, pas grand-chose en vérité, eh ben, il dit, voyez, je suis aussi sévère... entre guillemets, de l'autre côté, comme si les deux choses étaient symétriques. Oui. Et puis, il a intérêt à faire diversion, parce qu'il y a aussi ces affaires sexe contre logement qui ressortent. Peu glorieuses. Et au moment où Tron, pour des affaires comparables, est condamné à 5 ans de prison, dont 3 fermes, Darmanin, il a peut-être le souci de dire, voyez, j'ai quand même fait des bonnes choses dans ma vie politique, j'ai dissous Génération Identitaire. Voilà. Oui. Il y a l'aspect de version. Et puis, on est dans le macronien, on est dans l'anarcho-tyrannie. On tolère les plus grands troubles au nom de l'émotion, n'est-ce pas, Monsieur Castaner? Donc ça, c'est la partie anarcho. C'est la partie anarcho. Et on réprime sauvagement ceux qui défendent tout simplement la souveraineté et l'identité. Ça, c'est la partie tyrannie. C'est très macronien. Et justement, Jean-Yves, vous évoquez cette anarcho-tyrannie. Bien, ce concept a été repris par Éric Zemmour dans son émission Face à l'info. C'est très typique de la méthode macronienne. Vous savez, il y a un concept américain, ça va faire plaisir à Jean-Sébastien, parce que je prends des concepts américains, qui s'appelle l'anarcho-tyrannie. Un concept très intéressant, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, et c'est typique de la Macronie. C'est-à-dire anarcho, parce qu'on ne réprime pas des gens qui ne respectent pas la loi, hein, on demande à ce qu'il n'y ait pas de contrôle d'identité par les policiers dans des quartiers chauds. Hein. Et puis tyrannie, parce que là on réprime sévèrement des gens qui défendent simplement la patrie, l'identité française, etc. Là, il y a vraiment un concept intéressant qui vaut bien le en même temps macronien. Donc Jean-Yves, là ce qui est intéressant à noter, c'est que Éric Zemmour reprend le concept de narco-tyrannie que vous avez trouvé récemment. Non, je ne l'ai pas trouvé, je l'ai importé des États-Unis d'un auteur américain, Samuel Todd Francis. Et donc les idées, c'est fait pour circuler de manière virale. Donc j'en ai parlé, et puis l'idée correspond tellement à la réalité, bien qu'elle prospère et qu'elle se développe. Et bien Éric Zemmour l'a reprise, et je pense que d'autres personnalités, d'autres intervenants médiatiques la reprendront parce qu'elle rend compte de la réalité. Alors justement pour illustrer un petit peu ça, on va revenir un petit peu sur un extrait d'un passage de Thaïs Descuffon dans l'heure des pros, qui a été invité, la porte-parole de Génération Identitaire, par Pascal Praud. C'était ce mercredi, on l'écoute et on écoute la réaction des chroniqueurs. Et donc il nous met sur le même plan que des personnes qui souhaitent détruire l'identité de la France alors que nous souhaitons la protéger, et donc il donne des gages à la gauche en dissolvant Génération Identitaire. Je considère que la dissolution de Génération Identitaire est une absurdité. Cette volonté d'établir un équilibre entre Génération Identitaire, qui à mon sens a peut-être eu des pratiques dévoyées, inspirées par l'amour de la France, est absurde si on met au regard de cela des ligues d'extrême gauche qui ne sont absolument pas animées par l'amour de la France et qui tombent dans des violences à l'égard desquelles on est souvent très indulgent. On a mis quelque chose qui est un danger terrible pour notre société, l'islamisme radical, et on nous met de l'autre côté un groupuscule, peut-être d'abrutis, peut-être de gens de bonne foi, j'en sais rien, je ne les connais pas. Et on fait semblant de dire, nous sommes au milieu, on est au centre et on va taper des deux côtés. C'est ridicule. Je crois que c'est effectivement une très belle illustration concrète, cette affaire de dissolution de Génération Identitaire, de la narco-tyrannie. Comme quand on protège davantage le squatteur que le squatté, c'est aussi de la narco-tyrannie.
Alors, il y a des plateaux qui étaient moins conciliants que ceux de CNews. On a par exemple Thaïs Escuffon qui a été invité à nouveau chez Cyril Hanouna. Cette fois, pas dans Balance ton poste, mais dans Touche pas à mon poste. Eh bien, Thaïs Escuffon a présenté une statistique au plateau. On le sait qu'en Ile-de-France, 93% des vols et 63% des agressions sexuelles dans les transports sont le fait d'étrangers. Eh bien, a priori, Cyril Hanouna et ses chroniqueurs n'y croyaient pas. Non, alors ils lui ont dit, vous êtes faux, vos chiffres sont faux. Ouais. Bon, voilà. C'est une technique, vous arrivez avec des chiffres, et l'adversaire vous dit, ils sont faux. Après, l'opinion ne sait plus trop quoi penser. Il devrait y avoir, sur un sujet de ce type, un débat médiatisé, qui a été vu par 1 340 000 personnes, ce qui est une audience très supérieure à la moyenne de ce type d'émission. Il devrait y avoir des décodeurs du monde, l'AFP factuel, Check News, qui disent, oui, la réalité, c'est celle-là. Ça devrait être ça. Ça, c'est vraiment... Ils seraient dans leur job. Sauf que c'est Thaïs Escuffon qui a raison. Elle a cité des chiffres officiels. Et donc, comme Thaïs Escuffon a raison, eh bien, il n'y a pas de fact-checking. Ouais, effectivement. Voilà. Le fact-checking, c'est uniquement pour chercher la petite bête sur des informations qui déplaisent aux politiquement correctes. C'est pas pour rétablir les faits dans une polémique entre deux personnes. Et Jean-Yves, on va finir ce sujet avec cet appel à manifester lancé par Thaïs Escuffon dans l'heure des pros. Nous comptons également protester en organisant une grande manifestation samedi prochain à 14h, place d'Enfer Rochereau à Paris, pour que tous nos soutiens se mobilisent et montrent bien que nous ne nous laissons pas nous faire réduire au silence, parce qu'au-delà de notre mouvement, c'est non seulement Génération Identitaire qui est attaquée, la première ligne finalement face à l'islamisation et l'immigration en termes de mouvement politique, mais c'est surtout toute l'opposition en fait à l'immigration et l'islamisation et toutes ces personnes qui dénoncent cette politique. Personnellement, j'irai à la manifestation parce que je suis contre la censure, et de même que je suis contre la censure des opinions, je suis contre la dissolution des mouvements qui défendent des opinions politiquement incorrectes. Vive la liberté! Eh bien, toute l'équipe d'Immédiat y sera, enfin la partie que vous voyez en tout cas, puisque j'y serai également. Donc voilà. Passons à la revue de presse. Et pour commencer cette revue de presse, eh bien, on va se diriger vers les États-Unis où Donald Trump a été acquitté de son procès en destitution. Jean-Yves, on a un article du Parisien qui est assez extraordinaire. Procès de Donald Trump, l'ancien président américain acquitté par le Sénat. Donc théoriquement, tout va bien. Sauf qu'on apprend par les journalistes du Parisien et de l'AFP d'ailleurs que c'est lui qui a allumé la mèche, que les démocrates ont proposé un exposé implacable des faits, que Donald Trump a attisé la haine, le grand mensonge. On parle d'un assaut sur le Capitole, avec 5 personnes qui sont mortes. Alors là, on est dans le bobard, un bobard coproduit par l'AFP et le Parisien, parce que d'abord, il n'y a pas eu vraiment d'assaut, les gens sont rentrés, les portes ont été ouvertes. Oui. Là, on peut se poser la question pourquoi, mais c'est comme ça. Ensuite, alors là où il y a un vrai bobard, c'est qu'on parle de 5 morts. 5 morts. Or, en fait, au départ, il y a eu un moment où on a évoqué 5 morts, mais avec des gens morts 2 jours ou 3 jours après, sans rapport avec les faits. Et puis, on en est revenu à 2 morts. Et dans les 2 morts, il y avait un policier qui est mort 24 heures ou 48 heures après les faits. Quelques heures après. Ouais, et soi-disant parce qu'il aurait reçu un coup d'extincteur. Or, il est établi depuis, ça a été reconnu par le New York Times. Et même par CNN. Et par CNN. Très discrètement. CNN bon, et le New York Times ont reconnu que ce malheureux policier n'avait pas reçu de coup d'extincteur et qu'il était mort pour des raisons indépendantes de la manifestation. En tout cas, on n'en sait rien. Il ne reste qu'une morte, qui est une femme, une ancienne militaire ou une militaire, Ashla Bibit, qui a été tuée à bout portant par balle, sans que ça paraisse particulièrement justifié. Mais donc, il n'y a pas eu 5 morts, il y a eu 1 mort, et parmi les manifestants. Ouais, et on continue. Alors, c'est toujours pareil avec le bobard. Le bobard, il se répète même quand il a été démenti. Ouais. Parce que là, aux États-Unis, encore une fois, le New York Times, CNN, on dit non, ce policier, il est mort, c'est indépendant de l'assaut du Capitole. Voilà, l'assaut. Bon. Ouais. Voilà. Et donc, le bobard, la répétition du bobard.
Voilà, ce sont des récidivistes du bobard. On va avoir beaucoup de candidats cette année pour la cérémonie du 14 juin, de la cérémonie des bobards d'or. Et Libération va peut-être rentrer dans la danse avec ce petit bobard. Hein, on a beaucoup entendu parler des nuits de violence aux Pays-Bas contre le couvre-feu. Et Libération, dans son article datant du 26 janvier 2021, avait parlé de nombreux groupes d'extrême droite à la manœuvre, avec un premier appel à la violence qui avait été lancé notamment par Pegida. Sauf que Jean-Yves, la police a diffusé les appels à témoins, les avis de recherche des principaux suspects, et on n'est pas sur de l'extrême droite. Hein. C'est des racailles. Alors il y a probablement eu 2 événements au même moment. Il y a eu des manifestations pacifiques contre le Covid, où il y avait peut-être des éléments de ce que Libération appelle l'extrême droite qui organisait ces manifs, et en même temps, toujours macronien, des émeutes de racailles à Rotterdam, qui est une ville très, très islamisée. Retour en France, Jean-Yves, avec Disney+, qui prépare une série sur Malik Oussekine. De mars 86 à décembre 86, le gouvernement Chirac était sur le voie d'un certain nombre de réformes sociétales et de réformes notamment sur l'immigration, sur la limitation du code de la nationalité. La gauche a organisé des manifestations nombreuses. Et à l'occasion d'une de ces manifestations, un homme est mort. Alors, il a reçu des coups de la police, mais il était fragile puisqu'il était sous dialyse. Mais c'est vrai qu'il est mort sous le coup de la police. Bon, honnêtement, c'est très rare qu'un homme meure sous les coups de la police en France. Il y a eu récemment beaucoup d'attaques au LBD, mais c'est tout à fait nouveau. Mais on en parle 37 ans après. Oui, ça fait très longtemps. 36 ans après. Avec Disney, avec une émission en 4 séries, je ne sais pas ce qu'ils vont pouvoir raconter, c'est évidemment de la propagande. Et Jean-Yves, pour finir, on va rigoler un petit peu, hein, puisque on voit une erreur de BFM, puisque dans le bandeau qui présente Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, eh bien, on voit le bandeau marqué « Journaliste politique BFM TV ». Bah, c'est pas mal vu. C'est pas mal vu, parce que de toute façon, en fait, les gens comme Attal, les gens du gouvernement, ils font essentiellement de la communication. Donc, au fond, finalement, ce sont des journalistes officiels. Donc, c'est pas mal vu. Enfin, bon, peut-être que le stagiaire se fait taper sur les doigts, mais c'est pas mal vu. Bon, on va passer au deuxième sujet, islamisation et soumission. Jean-Marc Morandini a créé un petit peu l'émoi médiatique ces derniers jours en se rendant à Trappes, après l'affaire Didier Lemaire, ce professeur de philosophie qui racontait une ville perdue. Jean-Marc Morandini, il s'était rendu sur le marché de Trappes et chez un coiffeur pour voir si véritablement la ville était perdue. Et on va l'écouter expliquer cette expérience sur le plateau de Pascal Praud. Je voulais me balader sur le marché, j'ai dit, je veux qu'on aille voir un commerce, puisqu'il y a un coiffeur, on va aller voir le coiffeur, et puisqu'il y a un restaurant, on va aller voir le restaurant. Donc il est clair que le maire savait qui on allait voir, et savait quel était ce coiffeur qu'on allait voir, et savait quel était ce restaurateur qu'on allait voir, ça c'est certain. Quant à la question de dire qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes autour du marché, alors en fait il y avait des femmes sur le marché, mais vous, si vous avez bien noté, on était suivis par une masse de gens. Et cette masse de gens, en revanche, ça, c'était uniquement des hommes qui étaient derrière nous et qui nous suivaient. Oui, alors ça, c'est une technique de désinformation classique. Didier Lemaire a montré toute l'islamisation de Trappes, les femmes interdites dans les bars, le voile partout, et il a dit « et les coiffeurs ne sont plus mixtes ». Bon. Or, il semblerait que sur les 17 coiffeurs, on a dit après, mais il s'est trompé sur un détail. En fait, il y en a 4 qui sont mixtes. C'est plus contestable que ça, puisqu'effectivement, celui qu'on présente mixte et chez lequel s'est rendu Morandini, 3 jours avant, c'était encore non mixte sur le site internet. Ouais. Alors, il y a quelques doutes, mais en toute hypothèse, c'est la technique qui consiste à prendre un petit point de détail pas tout à fait exact pour décrédibiliser un ensemble qui est malheureusement exact et qu'on trouve dans toute une série de livres, de témoignages innombrables. Enfin, je veux dire, nier l'islamisation de Trappes, des villes des Yvelines, des villes de la Seine-Saint-Denis, de Marseille, c'est pas réaliste. C'est pas sérieux, c'est du déni de réalité. Et dans ce sens, on voit que Marianne a publié un billet très intéressant, titré « Affaire Didier Lemaire, un bon laïc est un laïc mort ».
En gros, je le résume, s'il avait été décapité, on l'aurait adulé. Aujourd'hui, il est vivant, il n'est pas décapité, donc il est critiqué, tout simplement. Il est critiqué, alors là aussi, sur des détails. Oui, toujours. On dit il a déclaré qu'il était sous protection policière. On dit non, il y a simplement de temps en temps des policiers qui surveillent. On chicane sur des petites choses pour contester un discours qui est globalement à la fois juste et courageux. Ouais. Alors, autre actualité, on n'est plus à Trappes, mais on est à Marseille, avec cette chronique sur Télématin sur le livre d'un ancien proviseur de Marseille. Bernard Ravet, son métier principal de collège, son affectation, successivement 3 collèges de Marseille, parmi les plus difficiles de la ville. Son obsession, donner une chance à tous ses élèves, quelle que soit leur origine. Il publie un livre intitulé « Principal de collège ou imam de la République » aux éditions Quérault. Mais ce livre pourrait tout aussi bien s'intituler « J'accuse ». J'accuse les surveillants de prosélytisme, j'accuse les élèves de prêcher, j'accuse les parents de sexisme, j'accuse la hiérarchie et les autorités de couardise. Alors son témoignage, évidemment, à la force du vécu. Il raconte par exemple qu'un jour, une jeune prof d'histoire géo déboule dans son bureau parce que pendant le cours sur les droits de l'homme, eh bien, un dénommé Mustapha lui a pris la tête. Alors Mustapha, c'est celui qui est plutôt bon élève, demande le principal. Oui, et il soutient que l'homme et la femme ne sont pas égaux, qu'il est normal de lapider une femme adultère, tout comme de couper la main d'un voleur. Alors j'imagine que vous avez réagi, dit le principal. Bien sûr, dit la prof, mais Mustapha a insisté. C'est comme ça dans le petit livre qu'on m'a donné à la mosquée. Alors le principal se procure le petit livre en question. En gros, c'est la charia, mode d'emploi. Et il apprend que le livre vient de la mosquée d'Abdel. Or, qui est Abdel? C'est tout simplement un surveillant du collège. Pour tout dire, c'est même le meilleur surveillant du collège, confesse le principal. Des témoignages comme ça, il y en a beaucoup. Nous avons d'ailleurs dans Polémia, nous publions une analyse de ce livre. Nous publions une analyse du livre de David Lhomme du Monde sur l'islamisation de la Seine-Saint-Denis. Nous avons remis en ligne la critique du livre de Jean-François Chomin, qui était enseignant d'histoire dans un collège de Vénissieux, sur Tarek, Une chance pour la France. Les témoignages, il y en a absolument partout. Et qu'est-ce qu'on fait? On dissout Génération Identitaire et on dénigre Didier Lemaire. Voilà. Ouais, c'est assez incroyable. Et il y a un sujet d'actualité, Jean-Yves, qui est totalement lié à ça, c'est la fameuse accusation d'islamo-gauchisme dans les universités, une polémique qui est née après le passage de Frédéric Vidal dans l'émission de Jean-Pierre Elkabbach sur CNews. On le voit, bien, ça crée une polémique politico-médiatique d'ampleur avec France Info qui veut nous expliquer. On vous explique la polémique sur l'enquête visant l'islamo-gauchisme réclamé par le gouvernement. Alors en guise d'explication de France Info, on a quelques extraits choisis de cet article. Le concept d'islamo-gauchisme n'a pas de base scientifique, remarque Libération, France Info qui cite Libération. La notion d'islamo-gauchisme est un épouvantail, selon un chercheur en sciences politiques dans une tribune publiée par l'Obs. On a également la mention d'un mythe anti-universitaire. On a le sociologue Arnaud Saint-Martin, chargé de recherche au CNRS, qui parle d'une lepénisation du macronisme. Oh là 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 là. Et France Info qui cite la section de la Ligue des droits de l'homme de l'école des hautes études en sciences sociales qui a réclamé le départ de Frédéric Vidal. Donc Jean-Yves, c'est un article gratiné. Oui, alors c'est un article gratiné qui est dans France. On croirait que c'est dans Libé, mais non, c'est dans France Info, mais il cite Libé. Bon, ça pourrait être Le Monde aussi, quasiment. Ça pourrait être Le Monde aussi. Bon, alors il y a une chose qui est vraie, c'est qu'islamo-gauchisme, c'est sûrement un terme un peu polémique. Qui vise quoi? Qui vise l'alliance entre les gauchistes et les islamistes, qui est d'ailleurs revendiqué par le NPA ou d'autres. Mais bon, c'est un terme un peu polémique, mais... le terme extrême droite aussi, un terme polémique, ça ne les gêne pas beaucoup de les utiliser. Et on attend les chercheurs pour dénoncer l'usage polémique de ce terme. Ce qui est marrant. Les chercheurs, entre guillemets. La science, elle souffre beaucoup en ce moment. Parce que entre les guignols qui font de la sociologie et les professeurs, les médecins de plateau, on en voit des vertes et des pas mûres. On en entend des vertes et des pas mûres.
Et à noter que CNews est vraiment visé puisque la conférence des présidents d'université a publié un communiqué dans lequel il répète que c'est une pseudo-notion, l'islamo-gauchisme, une pseudo-notion à laisser, sinon aux animateurs de CNews, plus largement à l'extrême droite. Donc une prise de position incroyable. Et on a ce tweet de Génie Bastier, que des gens qui reconnaissent de la légitimité au concept purement militant de culture du viol, de fragilité blanche, de racisme systémique, de fat studies, que ces gens osent critiquer la scientificité de l'islamo-gauchisme me fait doucement rigoler. Donc ça, c'est clair que la science a vraiment bon dos pour attaquer le réel, finalement. Elle souffre, la science. Non, parce que là, en l'occurrence, c'est des gens qui bénéficient de crédits de recherche ou de crédits publics, mais ça ne suffit pas à faire un scientifique. Alors, c'est pas des sciences dures, c'est de la science molle. La question que je me pose, je vais quand même le dire, quand je vois tout ce qui se publie sous le nom de la science en sociologie, tout ce qui s'affirme sur les plateaux de télévision par des scientifiques, toutes les études plus ou moins sérieuses qu'on cite, les études sur le climat, elles sont plus sérieuses ou pas? Je ne sais pas. C'est une question à se poser, mais en tout cas, c'est certain que cette accusation d'islamo-gauchisme qui ne serait pas crédible parce que ce ne serait pas une réalité scientifique est totalement absurde. Comme vous l'avez très bien dit, c'est une réalité politique. C'est un terme polémique. Jean-Yves, ça va être la fin de cette émission, mais vous avez un coup de chapeau. Oui, un petit coup de chapeau à Mot-Lévy, qui est une assez bonne revue, dirigée par l'abbé de Tanneward, et qui consacre un numéro aux révolutions macroniennes. Ouais, avec un très beau Macron décliné sous toutes ses formes. Déployé sous toutes ses formes, et je pense que c'est pas mal. Ouais. Qu'est-ce que c'est que la révolution macronienne? C'est un peu ce qu'on peut appeler la révolte des élites, la révolution des élites contre le peuple. Macron fait ça très bien, quand même. En tout cas, ces différentes photos sont assez drôles. C'est donc la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. N'hésitez pas surtout à partager, à diffuser cette émission un maximum autour de vous. C'est très important. Et Jean-Yves, on se dit à la semaine prochaine. Ah non, on se dit à la semaine prochaine, mais aussi à samedi. Oui, on se dit à samedi. Mais en antenne. En antenne.